européen va devoir appliquer un nouveau traité. Tiens, un traité européen. La dernière fois, c'était en 2005. C'était compliqué. Alors on avait lu, réfléchi, débattu. Et finalement, on avait dit non au référendum. C'était la démocrisie. Causer toujours, c'est la crise qui décide. Or, il paraît que la crise... On croyait que la démocratie, c'était le pouvoir au peuple. Sarkozy et Merkel ont inventé la démocrisie. Causer toujours, c'est la crise qui... Et finalement, on avait dit non au référendum. C'était gênant. Alors les chefs d'État européens ont coupé, copié, collé, recollé des morceaux du traité. Ils l'ont appelé traité de Lisbonne. Et la droite, plus la majorité du PS, l'ont fait passer sans référendum. Cette fois-ci, ils ne veulent pas prendre de risque, pas de référendum. Ce nouveau traité, c'est le TSCG, ou plus simplement, le pacte budgétaire. Et le TSCG, c'est compliqué. Il y a d'abord la fameuse règle d'or. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a quant à lui passé l'après-midi à Dublin. La France, depuis le 1er juillet, occupe la présidence de l'Union européenne. Et Nicolas Sarkozy souhaitait rencontrer le Premier ministre irlandais pour dissiper le malentendu, voire l'agacement suscité par son commentaire sur le rejet par les Irlandais du traité de Lisbonne. Compte rendu de ce voyage avec Alexandre Carr. Pas besoin de maîtriser la langue de Shakespeare. C'est l'obligation pour les pays d'arriver à l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire ne pas dépenser plus qu'ils ne gagnent. Aujourd'hui, aucun État n'y arrive car pour investir, développer ses écoles, ses hôpitaux, ses musées, un pays a besoin d'emprunter, donc de s'endetter, comme vous, comme moi. Mais le nouveau traité dit stop, enfin pour les dépenses publiques, car pour les dépenses exceptionnelles, comme remettre de l'argent dans les banques, on aura toujours le droit. Avant, le déficit ne devait pas dépasser 3% du PIB. Déjà, personne n'y arrivait. Maintenant, il ne devra plus dépasser 0,5%. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable et on aperçoit sur ces images... du PIB. Par exemple, en France, en 2010, ce déficit était de 5% du PIB, ce qui représente 96,5 milliards d'euros. Si on avait dû le ramener à 0,5%, cela aurait voulu dire une économie de 87 milliards d'euros. Pour réaliser cette économie, on aurait pu par exemple supprimer l'école publique, 61 milliards, plus la police, 25,5 milliards, enfin les vendre à des groupes privés. Difficile à imaginer, n'est-ce pas ? La joie des partisans du non, du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste, et puis du côté aussi du mouvement pour la France. Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable. Mais on peut le dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique survenu le 21 avril 2002. Il y a dans ces résultats 3 éléments majeurs à retenir. Le premier, c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté non ce soir. Et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes. C'est le résultat inverse du référendum interne du Parti socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis il y a aussi un phénomène sociologique. François Baudonnet, vous êtes notre expert européen. Pour être sûr que cette règle d'or sera bien appliquée, les États doivent l'inscrire dans leur constitution. Donc, la France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. En direct de Lisbonne. Alors pour y voir bien clair, est-ce qu'on peut finalement considérer que ce texte est à peu près le même que celui de 2005, mais qui revient sous une autre forme ? Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution. Lettre ouverte à François Hollande. Non au pacte budgétaire, pas d'Europe sans citoyens. Monsieur le Président de la République, lors de la campagne électorale, vous avez annoncé votre volonté de renégocier le traité pour la stabilité,
la coordination et la gouvernance, TSCG, de la zone euro, dit pacte budgétaire, signé par Nicolas Sarkozy, et 24 autres dirigeants européens le 2 mars dernier. Ce traité durcit et rendrait irréversibles les politiques d'austérité en Europe en interdisant définitivement tout déficit structurel supérieur à 0,5%. Le déficit. Et elle doit appliquer un budget strict. C'est beau, non? Et si les pays mettent trop de temps à l'inscrire dans la Constitution, alors la Cour de justice de l'Union européenne leur fera payer une amende. Mais comment veulent-ils que les États fassent autant d'économies aussi rapidement? Facile! On surveille et on punit. Désormais, le budget d'un État devra obéir à la Constitution modifiée. La Constitution, c'est la loi suprême. Elle s'impose à tout, même au budget. Et si on n'obéit pas, c'est la punition. La Commission européenne impose soit une amende, soit une caution qui ne sera rendue que sous certaines conditions. Dépenser plus pour réduire le déficit. Logique, non? La nouvelle Europe, c'est l'Europe austéritaire. Elle va asphyxier les États et les peuples en les obligeant à dépenser toujours moins et à taxer toujours plus. Dans cette nouvelle Europe, il sera impossible, voire illégal d'investir sur le long terme. Pas d'investissement dans l'éducation pour les enfants, pas d'investissement dans les énergies renouvelables pour améliorer l'avenir de notre planète. Un futur qui fait rêver. Pourtant, d'autres solutions sont possibles. Par exemple, faire que la Banque centrale européenne prête l'argent directement aux États et non plus aux banques. Les taux d'intérêt seraient alors à 1% et les dettes des États deviendraient automatiquement moins lourdes à 1% et les dettes faire rêver. Pourtant, d'autres solutions sont possibles. Par exemple, faire que la Banque centrale européenne prête l'argent directement aux États et non plus aux banques. Les taux d'intérêt seraient alors à 1% et les dettes des États deviendraient automatiquement moins lourdes à rembourser. L'investissement sur le long terme serait alors possible. Simple, non? On nous fait croire que l'austérité est la seule solution. Mais elle n'en est pas une. Vite, le compte à rebours a commencé. Les chefs d'État ont prévu qu'il soit appliqué dès le 1er janvier 2013 et ils n'ont pas prévu de nous consulter. Alors, face à un tel traité, exigeons un référendum. Dans ces conditions, plus que jamais, notre devoir d'alerte est sollicité. Sénateurs, députés, militants politiques, c'est notre ardente obligation que d'aller au-devant de nos concitoyens et de leur dire « Vous pouvez choisir d'opter pour cette politique ». Le plus grave serait que vous ne sachiez pas pourquoi on est en train d'opter à votre place. Je pense que la falsification du mécanisme démocratique finit toujours par se payer. Notre peuple, nos institutions, l'idée des libertés publiques en France ne s'est jamais remis du viol qu'a représenté le vote non au traité constitutionnel, suivi d'une décision du Congrès à Versailles faisant comme si c'était oui. Quelque chose, depuis cette date, est pourri dans notre démocratie et chacun le ressent. La parole publique est suspecte. L'organisation des pouvoirs publics sont rendus suspects, quand bien même les femmes et les hommes qui les animent font tout ce qui est en leur pouvoir pour en assumer la dignité et en répandre le partage de pouvoir. J'ai dit il y a un instant que les mécanismes de la condition qui se proposent au pays, mais bien sûr, si nous ne le faisions pas, cela aurait une conséquence incroyable, ce serait de dire rendez-vous en 2017, mais ce n'est pas du tout notre vision des choses. Nous voulons que ça change maintenant. Nous voulons que ça bouge tout de suite. Et nous voulons que ça bouge dans un cadre démocratique, républicain. C'est pourquoi nous nous adressons aux assemblées. Mais si on vient nous dire que rien ne sert à rien, alors que faut-il faire? Quelle est la perspective pour un démocrate? S'il ne sert à rien de se mobiliser parce que la décision a été prise et qu'elle ne changera pas, pourquoi convoquer l'Assemblée nationale? Pourquoi inventer des motions de procédure comme la motion de procédure référendaire? Si c'est pour qu'elle ne soit jamais appliquée, jamais exécutée, tout ne serait donc qu'un trompe-l'œil? Non. Il existe une fraction parlementaire conséquente, républicaine, c'est la nôtre. Nous croyons à la démocratie et nous la faisons vivre. Voilà les objectifs, me semble-t-il, que nous pouvons nous donner. Naturellement,
Sitôt que la manifestation du 30 septembre aura lieu, je pense que tout le monde y verra beaucoup plus clair. Je me réjouis de savoir que des initiatives sont prises dans toutes les communes, dans tous les villages. Pierre Laurent m'expliquait que dans certaines grandes villes, déjà, une organisation extrêmement dense se met en place pour organiser les covoiturages et les montées à la manifestation. Tout le monde a compris que l'affaire se joue à Paris ce jour-là. Et comme il est heureux de voir notre méthode politique, celle du Front de gauche, s'appliquer dans cette circonstance. Nous ne nous considérons pas comme le parti d'avant-garde ou le parti guide. D'ailleurs, nous ne sommes pas un parti, nous sommes un front. Mais nous ne sommes pas des avant-gardistes, nous ne donnons pas d'ordre. Nous sommes un mouvement éclaireur, nous sommes un mouvement déclencheur. Les éclaireurs, ils éclairent le chemin. Après, le gros de la troupe, comme on dit, suit ou va ou ne va pas. Mais c'est lui qui délibère de son chemin. Je crois que nous avons bien rempli notre rôle, notamment lorsque, passant d'une idée venue du Front de gauche, cette manifestation a été confiée à un collectif. Je me réjouis d'apprendre que de nombreuses unions locales, syndicales, de différents syndicats, appellent à la manifestation du 30 septembre. Comme c'est une bonne nouvelle que l'Union régionale Île-de-France CGT y appelle, que les unions locales aient décidé d'y appeler, que nationalement, Sud Solidaire y appelle, que de nombreux syndicats FSU, c'est eux qui marcheront en tête, appelleront. Appellent. Nos camarades de Fralib et des différentes entreprises en lutte ont mis leur point d'honneur, en dépit de toutes leurs difficultés, à annoncer qu'ils seront présents. Eh bien, je pense que cet appel doit être entendu encore plus largement. Nous avons 15 jours pour faire notre travail, nous allons le faire très bien. Notre fête de l'humanité a été un moment extraordinaire de conscientisation et de mobilisation. Je pense que tous en sont repartis le cœur plein d'allégresse et d'enthousiasme pour mener à bien les tâches.